C'est toujours pour nous un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. Nzimbi, conseiller en communication de Joseph Kabila, appelle le chef de l'État à se concentrer sur les urgences dont fait face le pays. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a renouvelé son appel au respect de récents accords de cessez-le-feu signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et a souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour rétablir la paix dans la région. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Parlement japonais a dépêché une mission en République démocratique du Congo pour des échanges avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre le Japon et la République démocratique du Congo. Cette délégation a échangé avec le bureau de l'Assemblée nationale avec à sa tête le professeur Vital Kamerhe. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Mondico Télévision. Je l'ai annoncé dans le titre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection en soutenant le groupe politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC des Corneilles Nangaa. Dans une interview réalisée à Bruxelles mardi et diffusée en direct sur Top Congo FM, le chef de l'État a éclairci l'opinion sur l'état de sa santé. Regardez. C'était une sortie médiatique qui est venue taire les rumeurs sur la santé du président de la République. À quand son retour au pays? Qu'en est-il de la situation sécuritaire et les 6 engagements? Lors d'une interview lui accordée par Top Congo FM, Félix Tshisekedi a publiquement accusé son prédécesseur Joseph Kabila d'être à l'origine de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Les déclarations de Félix Tshisekedi interviennent alors que les tensions politiques continuent de s'intensifier en RDC. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, avait également réaffirmé en avril que Joseph Kabila était impliqué dans le mouvement de l'AFC. Lors d'une matinée politique au siège de l'UDPS, Augustin Kabouya avait dénoncé l'attitude de certains partis politiques qu'il accuse d'avoir rejoint la rébellion après avoir échoué à résister dans l'opposition. Félix Tshisekedi a par la même occasion traité le président rwandais Paul Kagame des criminels et qu'il ne négociera jamais avec le 1-23. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. En réponse à ces accusations, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, avait qualifié ces allégations de sans fondement. Dans un communiqué signé par son secrétaire permanent, Ramazani Chadari, le PPRD avait dénoncé une campagne de diabolisation menée par le régime actuel. Sans la moindre preuve, on cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas, soulignaient les communiqués.
Toujours dans les mêmes volets, le chef de l'État a, lors d'un entretien depuis la Belgique devant la presse, montré son intention de réduire le pouvoir d'achat des Congolais. Pour ce faire, Félix Tshisekedi invite la population à lui faire confiance car cette question fait partie de ses engagements envers son peuple. Regardez. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022. Dans un entretien accordé à la presse mardi à Bruxelles, où il séjourne depuis quelques jours pour des raisons de soins médicaux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également évoqué la question sur la réduction du pouvoir d'achat des Congolais qui figure parmi les engagements du gouvernement souminois. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Souminois, est très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. Et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Parce qu'attention, ça peut aussi être une cause ou une raison de sabotage. Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qu'ils soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant. Nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main, qu'il continue à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Le chef de l'État fait confiance au gouvernement congolais qui lutte pour l'amélioration de la vie de la population, mais aussi l'amélioration de la tension de devises étrangères sur la monnaie locale. La façon dont les prix sont fixés. Dans le même registre, les réactions fusent de partout après la sortie médiatique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, mardi 6 août, sur la station radio Top Congo FM depuis Belgique. La conseillère en communication de l'ancien président de la RDC, Barbara Ndimbi, affirme que traiter Joseph Kabila d'étranger est une diabolisation qui date de 20 ans. Pour Barbara Ndimbi, les urgences dont fait face le pays actuellement est une concentration sur le slogan « Le peuple d'abord ». Nous constatons amèrement qu'au-delà des urgences face auxquelles le pays est confronté actuellement, les priorités du président de la République sont rivées sur tout, sauf sur les attentes primordiales du peuple congolais. Durant tout son mandat, Monsieur le Président Tshisekedi a excellé dans la matière d'accuser les autres. En tant qu'enfant de Dieu, je l'invite à honorer le Seigneur à qui il a dédié ce pays. Ensuite, je l'invite à honorer la mémoire de son père,
qui avait un idéal contraire de ce que le président Tshisekedi nous présente aujourd'hui de par sa gestion. Quant au peuple congolais qui est abandonné à son triste sort, le président Tshisekedi jusque-là fait preuve d'un grand déficit de sentiment de redevabilité envers le peuple congolais. Il prend tout son temps alors qu'il ne lui reste que 3 ans pour aller au Sénat en tant que sénateur à vie. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que Joseph Kabila est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue, cela n'honore pas les lettres de noblesse léguées par nos aïeux et ne favorise pas la cohésion nationale. Joseph Kabila reste et demeure défenseur et protecteur des valeurs républicaines, soucieux du respect de la Constitution. Et la seule voie pour lui, l'unique voie même pour lui d'accéder au pouvoir, c'est celle des urnes. Je voudrais ici rappeler à monsieur Félix Tshisekedi que le même Joseph Kabila avec qui vous avez fait la remise et reprise, ce sera aussi avec lui que l'histoire de l'alternance va se répéter dans ce pays. Je l'appelle à se concentrer sur la gestion du pays qui est tombé aujourd'hui plus bas que jamais dans son histoire et sur sa santé. Quant au tiroir qu'il promet de réouvrir, je voudrais dire au président Tshisekedi qu'il soit certain d'avoir tous les éléments. Car quant à nous, nous sommes prêts à présenter aussi les nôtres face au peuple congolais ainsi qu'à l'histoire. Parlons sécurité à présent, c'est à travers une résolution adoptée mardi que le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC à apporter un soutien logistique à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI-DRC, ceci dans le but de réduire les tensions entre la RDC et le Rwanda. Regardez. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi à l'unanimité une résolution autorisant la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à fournir un soutien logistique à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI-DRC. Déployée depuis le 15 décembre 2023, la SAMI-DRC a pour mission d'aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays où la progression du groupe rebelle M23 a entraîné une escalade de violence. La force de la SADC se prépare à entrer pleinement en action aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pour contrer l'avancée du M23 qui a récemment conquis plusieurs localités stratégiques au Nord Kivu. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies indique que le gouvernement du Rwanda a intensifié son soutien au M23, permettant à ces derniers de réaliser des gains territoriaux majeurs dans l'est de l'RDC. La crise du M23 qui s'aggrave rapidement risque de provoquer un conflit régional plus large selon les experts. Parallèlement aux mesures militaires, l'ONU mise sur la médiation pour résoudre le conflit. L'organisation a salué l'annonce récente de la présidence angolaise selon laquelle le gouvernement de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur depuis le 4 août. Les mécanismes spéciaux de vérification chargés de surveiller les cessez-le-feu sera renforcé et la MONUSCO se tient prête à soutenir ces mécanismes conformément à son mandat. L'ONU espère que cet accord contribuera à réduire les tensions entre la RDC et le Rwanda et permettra aux personnes déplacées de rentrer chez elles en toute sécurité. De l'autre côté, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a renouvelé son appel au respect de récents accords de cessez-le-feu signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et a souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour rétablir la paix dans la région. Dans un communiqué publié ce mercredi, la SENCO a également souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour prévenir les alliances avec les forces extérieures. Viningali Junior. Dans un communiqué publié ce mercredi, la SENCO a salué les initiatives récentes telles que les trêves humanitaires
et l'accord de cessez-le-feu conclu à Luanda qui marque selon elle une avancée dans les efforts pour résoudre le conflit à l'est de la RDC. Elle a cependant rappelé que plusieurs accords similaires avaient été signés par le passé sans être respectés, entraînant une reprise des hostilités. Entre 2022 et juillet 2024, la CENCO a mené près de 10 missions de plaidoyer à l'étranger visant à sensibiliser les partenaires internationaux à la crise congolaise et à les inciter à s'engager davantage. Ces efforts ont été dirigés vers des organisations de la société civile, des églises sœurs et des responsables d'institutions aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne et en Afrique. La CENCO a exprimé sa gratitude pour l'ouverture de ses partenaires et les a félicités pour leur soutien. L'épiscopat a exhorté les gouvernements de la RDC et du Rwanda à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu et a appelé à la solidarité de partenaires internationaux pour appuyer sa mise en œuvre effective. Elle a insisté sur l'importance de garantir la sécurité et les retours de personnes déplacées par le conflit. Dans son communiqué, la CENCO a également souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour prévenir les alliances avec les forces extérieures. Elle a encouragé les Congolais à résoudre leurs différends internes sans interventions étrangères. La conférence épiscopale nationale du Congo a annoncé qu'elle poursuivra son travail de terrain, y compris le suivi des actes qui promeuvent ou violent l'accord de cessez-le-feu. Elle prévoit de continuer son plaidoyer au niveau national et international jusqu'à ce que la paix soit rétablie en RDC et dans la région des Grands Lacs. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement où le Parlement japonais a diligenté une mission en République démocratique du Congo, RDC, pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques. Cette délégation plutôt a échangé le mardi 6 août 2024 avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale congolaise conduit par le président Vital Kamerhe autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre la RDC et le Japon. Viningali Junior, une fois de plus. Conduite par l'honorable Makihara et l'ambassadeur du Japon en RDC, Hidetoshi Ogawa, la délégation de parlementaires japonais a échangé ce mardi 6 août 2024 avec le membre du bureau de l'Assemblée nationale congolaise conduite par le président Vital Kamerhe. Leurs échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre la RDC et le Japon. On est 5, nous sommes les membres de groupe d'amitié parlementaire entre le Japon et l'Union africaine et nous avons ici pour l'amélioration et pour le développement de la relation entre ces deux pays. On est accompagné de monsieur l'ambassadeur du Japon et on voudrait réaffirmer que la relation solide entre les parlementaires de ce pays sera important et essentiel pour le renforcement de ces deux pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la préparation de la TICAD 9 qui se tiendra à Yokohama au Japon du 20 au 22 août 2025. Une conférence internationale de haut niveau sur le développement de l'Afrique qui mettra autour d'une même table le pays africain, les Nations Unies, le PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale, ainsi que la société civile et les secteurs privés pour discuter autour des défis du développement afin de contribuer efficacement au développement de l'Afrique. Les parlementaires japonais ont émis le souhait de travailler étroitement avec leurs homologues congolais pour renforcer le soutien du gouvernement japonais, notamment dans le secteur de la police, dans le domaine de la santé, à travers le renforcement des capacités du personnel de la santé maternelle, ainsi que dans l'amélioration de l'aménagement de la ville de Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué cette initiative du Parlement japonais. Il a précisé que la RDC a beaucoup à apprendre de l'expertise japonaise dans plusieurs domaines de la vie humaine. Il a aussi insisté sur le besoin de la RDC en matière d'infrastructures routières, un secteur dans lequel le Japon a déjà fait ses preuves en RDC. Le président de la Chambre basse du Parlement a suggéré la mise en place d'un groupe d'amitié entre le Japon et la RDC afin d'avoir un cadre de concertation permanent entre le parlementaire japonais et congolais à travers une diplomatie parlementaire agissante qui renforcera la coopération entre les deux États. À cette demande, les parlementaires japonais s'y sont engagés à faire un lobbying auprès des autorités japonaises afin de voir en quelle mesure matérialiser cette idée salutaire du président de l'Assemblée nationale. Il a cependant demandé à l'ambassadeur
l'ambassadeur du Japon en RDC d'échanger avec la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, pour examiner les conclusions de la dernière visite du président de la République, Félix Tshisekedi, au Japon en août 2019. Ceci pourra permettre de faire l'état des lieux de la coopération entre les deux pays avant la participation du président de la République démocratique du Congo à la TICAD 9 l'année prochaine. Il faut noter qu'au cours de cette réunion, le président de l'Assemblée nationale était assisté par le rapporteur Jacques Joly, la questeur Chimène Polipoli et la questeur adjointe Grace Neema. Restons toujours à l'Assemblée nationale, cette fois avec les conseillers communaux qui plaident pour une décentralisation effective afin de résoudre la question de leur prise en charge. C'est ce qui ressort de l'audience que leur a accordé le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le mercredi plutôt 7 août au Parlement. Le Vital Kamerhe a donné sa ferme promesse de prendre à bras le corps les problèmes des conseillers communaux. Reportage Jocelyne Massiala. Ayant appris la tourmente dans laquelle se trouvent les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly et de la questeur adjointe Grace Neema, les a réunis le mardi 9 août 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour échanger autour de leurs desiderata. Prenant la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, le conseiller Willy Nzembela, élu de la commune de Bimpemba au Kasaï central, a brossé succinctement les grandes lignes de leurs revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures de travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ces problèmes, c'est une sorte d'incompatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décente pour assurer leur indépendance. Le non-paiement de leurs frais d'installation et de fonctionnement ainsi que de leur rémunération depuis maintenant 6 mois, une situation qui entrave leur dignité, les manques d'infrastructures où travailler. Ces différentes revendications ont été coulées dans un mémo dans lequel les conseillers communaux appellent de tous leurs vœux le président de l'Assemblée nationale à s'impliquer à travers un lobbying auprès du gouvernement afin de résoudre la question de leur prise en charge. Si vous pouvez peser de votre pouvoir, nous connaissons votre élégance politique, afin que les élections de bourgmestres soient organisées. Cela va ouvrir une voie à une meilleure collaboration au niveau local. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a écouté chacun des intervenants avant de rencontrer un à un chaque problème soulevé. Il a relevé le fait que les conseillers communaux ont droit de jouir de leur mandat en travaillant dans de bonnes conditions avec un bon traitement, car ils ne sont pas moins que les députés nationaux, étant donné que tous sont des élus du peuple. Vous êtes effectivement l'émanation du peuple congolais dans vos fiefs où vous avez été élus. Soyez-en fiers. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple si soi-même on souffre de la première maladie qui s'appelle la faim. Vous avez frappé aussi à la bonne porte, la porte des élus. J'ai bien noté la dichotomie, ou mieux le paradoxe qui existe entre d'abord les deux lois qui ne peuvent pas cohabiter. J'ai reçu une visite de courtoisie du président de la CENI, Denis Kadima, qui est un grand travailleur. Ne vous en faites pas, il n'a pas attendu votre requête pour venir me voir et discuter ensemble sur les difficultés qu'il rencontre. Il n'y a pas que l'élection des gouverneurs. Il y a Massimanimba, il y a beaucoup de coins où on doit faire les élections. À travers votre porte-parole et à travers tous les amis qui sont intervenus brillamment ici à l'Assemblée nationale,
dans le budget qu'on viendra déposer ici, vous allez voir que cela va figurer dans le budget. Le président Vital Kamerhe a par la suite donné sa ferme promesse de prendre à bras le corps le problème des conseillers communaux en appelant à l'implication du gouvernement. Il a par ailleurs annoncé qu'il va réunir au niveau de Kinshasa les gouverneurs de la ville, les différents bourgmestres et les conseillers communaux de la capitale afin de définir un cadre de travail où doit régner la cohésion. Rendons-nous dans le Haut-Katanga. Les vendeuses qui exercent leurs activités au marché du rail situé dans la commune de Katouba, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, s'opposent à la délocalisation de leur lieu de négoce vers un autre sur la décision des autorités urbaines, de l'autorité urbaine, voulais-je dire. Ils ont exprimé leur ras-le-bol le lundi 5 août 2024 à travers une marche pacifique dont le point de chute était le siège de l'Assemblée provinciale. Regardez. Partis du marché du rail, leur centre d'activité, ces vendeuses et vendeurs de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ont pris d'assaut les rues de la ville, scandant des chants avec des messages de colère, une manière pour elles d'exprimer leurs difficultés dues à la délocalisation de leur lieu traditionnel d'activité vers la commune de Kampemba sur le site du marché du peuple. Selon l'autorité urbaine qui a pris cette mesure, le marché du rail représente un danger pour la population. Il est construit sur un site où passent les câbles haute tension et sur les emprises publiques. Une hypothèse rejetée par les vendeuses. Arrivées devant l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, ces vendeuses ont observé un sit-in dans le but de rencontrer le chef de l'organe délibérant et lui exprimer leurs préoccupations. Nous avons mal lorsque nous voyons que nous prenons en charge nos ménages. Nos maris n'ont pas de travail et ce sont les femmes qui par leur travail le soutiennent. Aujourd'hui que vous avez démoli le marché et vous déguerpissez les gens à cause du câble haute tension. Cependant, sur le même site, vous voulez construire des kiosques. Monsieur le Président de la République, nous vous implorons, où iront toutes ces femmes si l'on démolit le marché? Comment vont-ils survivre? Les vendeuses du marché du rail s'opposent à leur délocalisation par manque de la clientèle dans le marché du peuple, ce qui ne leur permettra pas de faire de bénéfices dans leurs activités commerciales. Tous les efforts pour rencontrer le président de l'organe délibérant se sont avérés vains pour ces manifestantes. Voilà pourquoi elles ont déposé un mémorandum qui reprend leurs desiderata qu'elles veulent voir trouver des réponses. Et pour finir en page africaine, une candidate potentielle à l'élection présidentielle en Tunisie a été condamnée à 2 ans de prison, ce qui constitue un nouveau revers pour l'opposition qui défie le président Kais Saied dans sa quête d'un nouveau mandat. Abir Moussi, avocate des grands évents et chef du parti de droite des Stouriens libres, a été arrêté en octobre après avoir critiqué les processus électoraux et les décrets présidentiels qui le régissent, alléguant un manque de transparence. Merveille Loabéa. À la suite d'une plainte déposée par l'autorité électorale, elle a été reconnue coupable d'avoir effreint un décret controversé contre les fausses nouvelles qui interdit la diffusion d'informations qui calomnient ou qui nuisent à autrui. Cette loi a été largement utilisée pour poursuivre les personnes qui critiquent les autorités. L'avocat d'Abir Moussi, Nafa Laribi, a déclaré mardi à l'Associated Press qu'elle avait toujours l'intention de se présenter à l'élection présidentielle du 6 octobre et que, contrairement à d'autres candidats, rien dans la condamnation de lundi l'empêchait de se présenter. Laribi a déclaré que Moussi restait élevé et qu'elle prévoyait de faire appel. Cette condamnation reste la dernière en date d'une dépression croissante que les observateurs sont qualifiés politiquement motivés à l'encontre des détracteurs de Saïd, quelle que soit leur affiliation politique.
Abir Moussi et d'autres figures de l'opposition étant en prison, on s'attend à ce que CED soit peu confronté à la concurrence électorale dans ce qui était autrefois la démocratie la plus progressiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Abir Moussi séduit une partie de la population nostalgique de l'ère de pré-révolutionnaire de la Tunisie. Très critique à l'égard des islamistes tels que les dirigeants emprisonnés, Rachid Ghannouchi, Madame Moussi a été membre du parti au pouvoir du président Zine El Abidine Ben Ali pendant de nombreuses années. Au fil des ans, elle est devenue l'une des personnalités politiques et les plus populaires et les plus controversées du pays. C'est la fin de cette session d'information. Pour ceux qui nous ont pris en cours, tout de suite les rappels des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accuse son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection et d'appartenir à un mouvement armé rebelle, Alliance Fleuve Congo. Réagissant face à cette sortie médiatique, Barbara Nzimbi, conseillère en communication de Joseph Kabila, appelle le chef de l'État à se concentrer sur les urgences dont fait face le pays. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a renouvelé son appel au respect de récents accords de cessez-le-feu signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et a souligné la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour rétablir la paix dans la région. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Parlement japonais a dépêché une mission en République démocratique du Congo pour des échanges avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre le Japon et la République démocratique du Congo. Cette délégation a échangé avec le bureau de l'Assemblée nationale avec à sa tête le professeur Vital Kamerhe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain jeudi avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.